Look at these cells, twisting and turning in every direction. Some of them stretch themselves out like slugs. The inside of this one looks like a network of roads, laden with heavy traffic. Cells are flexible and resistant at the same time because of their cytoskeletons, dynamic structures composed of various proteins, microtubules, microfilaments, and intermediate filaments. The microfilaments are made from one main protein, actin, colored here in red. There are large numbers of them on the periphery of the cell underneath the membrane. They make up the fibers of our muscles. Vesicles move along these filaments driven by molecular motors called myosins. The network is continually assembling and modifying itself, thus adapting to the cell's requirements. Au laboratoire, nous travaillons sur une famille de protéines qu'on appelle les GTPase de la sous-famille Rho, qui sont des régulateurs majeurs du cytosquelette. Cette famille comprend 18 membres chez l'homme et bon, on est bien loin de connaître toutes les fonctions de chacune d'entre elles, mais en tout cas, pour chacune d'elles, à chaque fois qu'on les exprime dans une cellule, on s'aperçoit qu'elles régulent, qu'elles réorganisent complètement le cytosquelette d'actine. Dans le cas d'une cellule qui migre, par exemple, une cellule qui se déplace, il y a un jeu d'activation et de désactivation de ces protéines Rho perpétuelles pour permettre d'une part l'avancée de la cellule et la formation de ce qu'on appelle le lamellipode. Donc à ce niveau-là, le cytosquelette d'actine doit être dépolymérisé, modifié pour permettre la mobilité de la cellule, son avancée, pour permettre aussi l'apport de membrane qui va servir à ce que la cellule avance. A l'inverse, à l'arrière de la cellule qui migre, il y a cette fois-ci tout un réseau de contraction qui se fait, toujours par le biais de la régulation du cytosquelette d'actine, qui lui va se trouver donc être stimulé pour être contracté et permettre l'avancée de la partie arrière de la cellule. Nous, ce qu'on essaye de comprendre, c'est justement ce cytosquelette. Ça fonctionne in vivo dans un animal. Donc c'est pour ça qu'on utilise les salicylides qui sont sans doute l'organisme le plus simple, mais le plus proche de nous, pour pouvoir justement étudier la formation de ce cytosquelette. On récupère les œufs qui viennent juste d'être fécondés. Donc avant que la première division se fasse, on a à peu près 45 minutes. On connaît des protéines qui sont dans le muscle. On ne sait pas exactement in vivo quelle est vraiment leur fonction. Donc le moyen qu'on a, c'est d'aller faire produire une protéine qui est légèrement différente, en fait qui est mutée sur une position, et ce mutant a perdu la fonction de la protéine, c'est-à-dire qu'elle n'est plus capable de faire le travail que la protéine normale fait, mais elle est encore capable d'aller se coller à tous les activateurs de la protéine. Et ben demain, dans à peu près 18 heures, on va pouvoir aller récupérer ces embryons pour pouvoir les analyser par microscopie et regarder si effectivement il y a une absence de fibres de contraction. C'est ça qu'on est en train d'analyser. Là, on est en train de rentrer doucement dans une cellule musculaire qui exprime un mutant. Alors là, on ne s'en rend pas compte parce que c'est extrêmement rapide, mais il est en train d'analyser et de prendre en compte chaque fluorescence. D'une part les noyaux, d'autre part le mutant qui émet de la fluorescence qui est là en vert. Et puis là, c'est le cytosquelette, c'est l'actine qui est marqué en rouge. Ok, tout est correct. Le cytosquelette des cellules, que ce soit des cellules musculaires ou des autres d'ailleurs dans l'animal entier,
a visiblement une structure qui ne ressemble pas à ce qu'on a sur des cellules en boîte de culture. Donc cette cellule est vraiment en contact avec d'autres cellules dans les 3 dimensions. Et la polarisation du cytosquelette à l'intérieur, et sans doute que l'organisation même du cytosquelette se fait de manière différente que sur une cellule collée à un support en plastique qui est juste en 2 dimensions. Il semblerait bien quand même que le mutant ait altéré la production et la formation des fibres de contraction. Et on a une cellule qui n'exprime pas de mutant. De l'autre côté, ici aussi, on a des cellules qui n'expriment pas. Il n'y en a qu'une, hein. Il n'y a que celle-ci qui exprime, qu'on voit là. Bon, il ne suffira pas d'une manip, hein, de toute façon, pour conclure. Il faudra en faire plusieurs sur des temps de développement différents pour vraiment confirmer s'il y a un effet ou s'il n'y en a pas. Une augmentation encore dans la stochasticité, que j'explique pas. Mais là aussi, voilà. Ouais, là aussi, ouais. Ouais, pas énorme, mais et la dernière fois, je me souviens plus si c'était P100. Je crois que c'était la bêta aussi qui augmentait dans les cytosés. Mais là, du coup, tu as pris tes échantillons, tu as dispatché en 2 et tu réécris. Ouais, mais en fait, ça fait pas beaucoup parce que du coup, j'ai fait. Ouais, ça fait 250 microgrammes et pour la P120, je pense que c'est limite. Je sais pas si c'est super. On a une queue qui a vraiment une courbure très forte. On voit qu'il y a un certain nombre de cellules musculaires qui expriment le mutant. Toutes les cellules musculaires qui expriment le mutant sont du même côté de la corde, donc c'est ce qui fait qu'on a la courbure. Dès qu'on commence à aller toucher l'organisation de ce cytosquelette, on commence à avoir des défauts, soit des défauts de jonction, soit, comme je l'avais montré, des défauts de formation de fibres de contraction. Et on voit d'ailleurs que les larves, une fois qu'elles sont totalement développées, ont vraiment cette queue en forme un peu de tire-bouchon. Il existe aussi des pathologies du muscle, en particulier donc une pathologie qui est très très peu connue, qui est le rhabdomyosarcome, c'est-à-dire formation de tumeurs au niveau musculaire. Existe donc, c'est une pathologie de l'enfant qui est très peu répandue, mais qui fait manifestement appel à une dérégulation du mécanisme de développement musculaire. Donc des perturbations au cours de cette série d'événements qui doit se produire de façon ordonnée dans le temps va conduire la cellule vers un phénotype transformé. Et on sait par exemple que les GTPase-Rho, certaines d'entre elles en tout cas, sont activées de façon permanente dans des lignées issues de rhabdomyosarcome, à l'inverse de ce qu'on observe dans des cellules normales. Donc là, on essaye de comprendre quel va être l'effet de l'activation permanente de ces GTPase-Rho sur le développement tumoral de ces cellules.